obésité, diabète de type 2, peut-être aussi foie métabolique. À Nice, nous travaillons sur foie métabolique et perturbateurs endocriniens. Il peut y avoir peut-être là deux nouveaux facteurs de risque. Et je me suis un petit peu concentré sur le diabète de type 2. Comme vous le savez, on assiste à travers le monde à une véritable pandémie. Toutes les prédictions les plus pessimistes sont toujours dépassées, comme par exemple en 2000, l'OMS avait prévu pour 2030 330 millions de diabétiques à travers le monde. En 2013, on est déjà à 380. Vous voyez les pourcentages qui sont élevés dans les pays occidentaux. Vous voyez que les pays en voie de développement, les pays émergents, l'Afrique, qu'elle soit l'Afrique du Nord ou l'Afrique plus au sud, n'est pas épargnée. Et donc on se pose la question, est-ce qu'il faut chercher de nouveaux coupables? Effectivement, d'abord, dans les 10-15 dernières années, les méthodes à haut débit de recherche au niveau génétique ont été un peu décevantes, puisqu'on n'a pas trouvé les vrais gènes mutés pour expliquer le diabète. On a trouvé de nombreux déterminants avec des polymorphismes montrant une susceptibilité, mais pas vraiment ni nécessaire ni suffisant pour développer cette maladie. Bien sûr, l'obésité, bien sûr, des problèmes nutritionnels et le vieillissement, mais sont apparus et ont été suggérés plusieurs nouveaux facteurs, dont deux que nous allons étudier. Alors, le microbiote intestinal, bien sûr, dont il ne sera pas question aujourd'hui, mais les polluants chimiques à activité de perturbateurs endocriniens, et dans notre cas présent, il faudrait parler de perturbateurs métaboliques, et également, et ce qui s'intègre également avec cette toxicité environnementale, c'est l'importance de l'environnement fœtal. Alors, je vous rappelle l'hypothèse de David Barker, qui avait suivi, vous vous rappelez, dans le sud de l'Angleterre, des hommes qui étaient nés, des hommes et des femmes d'ailleurs, qui étaient nés avec un tout petit poids à la naissance, qui étaient donc hypotrophes, et qui ont développé à l'âge adulte, avec un risque beaucoup plus élevé, des maladies cardiovasculaires et un diabète de type 2. Et ce risque était d'autant plus élevé que le poids à la naissance montrait un retard de croissance, donc un problème d'environnement nutritionnel au niveau de l'environnement fœtal. Et c'est donc ce qu'on appelle le concept DOAD, l'origine développementale des pathologies chroniques adultes, c'est-à-dire le fœtus soumis à un environnement nutritionnel, stressant, métabolique ou toxique délétère, est capable de marquer sur ses gènes par des modifications épigénétiques cette exposition délétère et développer des années après, à l'âge adulte, un certain nombre de pathologies. En ce qui nous concerne, bien sûr, l'obésité, le syndrome métabolique, le diabète de type 2 et les pathologies cardiovasculaires, mais ce concept d'OAD est applicable également à des cancers, à des maladies neurodégénératives et éventuellement d'autres maladies inflammatoires. Alors, en ce qui concerne l'environnement fœtal délétère sur le plan toxique, vous savez que c'est aux États-Unis, dans les années 60, que Rachel Carson, qui était une biologiste marine, a la première fait le lien entre l'utilisation intensive dans le Minnesota du DDT et la perte d'un certain nombre, la disparition d'un certain nombre d'espèces d'oiseaux du fait de problèmes de fertilité chez les mâles. Et d'ailleurs, 10 ans après sa mort, le DDT a été interdit aux États-Unis. Malheureusement, il est encore utilisé dans de nombreux pays à travers le monde, dont l'Afrique, également en Asie, dans d'autres pays. Et de toute façon, même s'il n'avait pas été interdit, ou s'il était interdit, il a été remplacé par d'autres pesticides organochlorés ou autres, encore plus dangereux, comme les organophosphorés, dont il est question, vous le savez, dans l'autisme
chez les enfants d'ouvriers agricoles en Californie, comme le chlorpyrifos par exemple, qui est utilisé en Europe et en France, et dont on a beaucoup de mal actuellement à obtenir son interdiction. Je passerai très rapidement sur toutes les constatations dans la faune dont vous avez entendu largement parler, les micropénis des alligators, les cryptorchidies des panthères de Floride, les intersexes chez les mollusques, chez les gastropodes, sous l'effet du tributylétain qu'on utilise comme antifolie sur les peintures de bateaux. Tout ça associé à l'observation chez les enfants qui avaient été exposés dans le ventre de leur mère par le distilbène, un oestrogène très puissant donné pendant au moins 20 ans aux États-Unis et en Europe pour soi-disant réduire le taux de fausses couches et qui avait entraîné des cancers vaginaux graves, quoique exceptionnels chez la petite fille, des malformations utérines et chez les filles à l'âge adulte, un risque majoré de cancer du sein, qui avait entraîné chez le garçon des cryptorchidies, hypospadias ou cancer du testicule plus fréquent. Tout cela associé à des constatations faites au Danemark par une équipe d'endocrinopédiatres dirigée par Niels Kekebeek, montrant bien sûr une baisse des données du spermogramme à travers les âges, une augmentation du cancer du testicule dans tous les pays européens, 2% par an d'augmentation, une augmentation de la cryptorchidie et d'hypospadias. Tout ça avait fait naître, dans les années 1990, le concept de perturbateur endocrinien, qu'on peut résumer de la façon suivante, définition qui reste valable, bien que la Commission européenne s'étripe actuellement pour essayer de redéfinir ce terme, puisqu'il y a des conséquences économiques énormes derrière. C'est un agent exogène capable d'entraîner des effets délétères sur un organisme vivant ou sa descendance, en interférant avec la synthèse, le stockage, le transport, le métabolisme, la fixation ou l'action ou l'élimination d'une hormone naturelle endogène. Vous voyez là qu'à toutes les étapes de la chaîne, que ce soit la synthèse, le transport, le métabolisme, l'action au niveau des récepteurs ou la signalisation post-récepteur, les perturbateurs, comme l'a montré un peu M. Vémo ce matin pour les perturbateurs thyroïdiens, peuvent intervenir en servant de leurre, en servant d'antagonistes ou au contraire d'agonistes très puissants. Alors, des perturbateurs endocriniens, vous en trouvez un peu partout, dans l'eau, dans l'air, dans le sol. Ce sont les produits agricoles, surtout les pesticides. Ce sont des produits industriels, ce sont les plastiques, comme le bisphénol ou les phtalates. Ce sont des dérivés qu'on a utilisés très longtemps comme isolants électriques, les PCB ou bisphényl polychloré, qu'on retrouve de façon très rémanente dans les nappes phréatiques, dans les graisses des animaux et dans les graisses des individus, puisque dans le lait maternel que nous avons testé déjà en 2002 à la maternité du CHU de Nice, nous avons trouvé 100% quasiment de lait maternel et de sang du cordon qui contenait des PCB, alors que ce produit est déjà interdit depuis une quinzaine d'années. Ce sont donc des résidus industriels, la dioxine, des hydrocarbures polycycliques aromatiques, très importants pour les problèmes métaboliques, on y reviendra. C'est les fumées industrielles et c'est avant tout le tabac. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas la nicotine qui est la plus néfaste dans le tabac, c'est les goudrons, qui contiennent de nombreux perturbateurs endocriniens dont je citerai que 3, le benzopyrène, le cadmium et les PAH, encore une fois, qu'on trouve beaucoup dans le tabac. Alors, voici des molécules dont il a été beaucoup question, et j'attire votre attention, malheureusement, je crois que la flèche ne marche pas bien, mais sur l'analogie structurale qu'on peut voir entre le distilbène, un oestradiol puissant, le bisphénol A, le DDT ou les PCB. Vous voyez qu'ils ont une analogie chimique extrêmement forte et on comprend qu'ils puissent éventuellement avoir des effets similaires.
Alors, en ce qui concerne la toxicologie des perturbateurs, elle est un peu particulière. Elle a beaucoup perturbé les toxicologues classiques qui avaient l'habitude à des intoxications aiguës, à très forte dose, avec des courbes dose-réponse linéaires, et n'avaient pas l'habitude d'effets à faible dose, de courbes dose-réponse éventuellement en U renversé, ne tenaient pas compte des périodes de vulnérabilité, comme la période fœtale, de la bioaccumulation, de l'effet cocktail et de l'effet retardé dans le temps. En effet, ces produits sont souvent lipophiles, s'accumulent dans le tissu graisseux et vont pouvoir agir des années après. Je vous donne un exemple, on a parlé il y a 1 minute de chirurgie bariatrique. Nous avons testé dans les 9 mois qui suivent l'intervention de sujets obèses morbides qui maigrissent en général 40 à 50 kilos après l'intervention. Eh bien, on a assisté dans leur sang à une augmentation drastique des perturbateurs endocriniens persistants qui avaient été stockés dans le tissu graisseux et au moment de l'amaigrissement important ont été relargués. Je donne ici aux endocrinologues que vous êtes tout de suite un conseil pratique extrêmement important, interdiction formelle pour une femme qui vient d'être opérée par chirurgie bariatrique d'envisager une grossesse dans les 12 mois qui suivent, puisqu'elle a des taux extrêmement élevés circulant de perturbateurs endocriniens. Il faut attendre que tout ça s'élimine et reprenne ses taux avant la chirurgie. Mécanisme d'action, on a beaucoup, dans un premier temps, parlé des œstrogènes, mais curieusement, il ne s'agit pas seulement des récepteurs classiques ER-alpha, ER-bêta. Il y a d'autres récepteurs, en particulier membranaires. Nous avons contribué, avec mon équipe, à mettre en évidence que le bisphénol A, qui a une affinité très faible pour le récepteur classique aux œstrogènes, agit en fait par un récepteur non classique des œstrogènes, qui est un récepteur membranaire couplé aux protéines G, qu'on appelle GPR30, et qui aujourd'hui, depuis nous avons décrit ça, d'autres équipes l'ont décrit, joue un rôle particulier dans le cancer du sein également. Dans le cancer du sein, cancer de l'ovaire. D'autres récepteurs sont impliqués, le récepteur des hydrocarbures aromatiques, AHR, que les métaboliciens connaissent bien, puisque c'est impliqué en particulier dans la physiopathologie du tissu adipeux, PIPAR gamma, de la même manière. Ça peut agir par des récepteurs des androgènes, récepteurs thyroïdiens, on a vu ce matin, mais aussi des autres récepteurs nucléaires ou membranaires. Je vais aller un petit peu vite. De nombreuses pathologies ont été impliquées, des pathologies de la reproduction, du neurodéveloppement, qui sont probablement celles qui sont les plus aujourd'hui à craindre, des affections gynécologiques, l'obésité, le diabète, certains cancers et certaines maladies psychiatriques neurodégénératives. Je passe tout de suite maintenant au diabète de type 2. Quels sont les arguments dont on dispose aujourd'hui pour suggérer que l'exposition précoce, en particulier in utero, à certains de ces perturbateurs, pourrait constituer un des facteurs de risque d'apparition à l'âge adulte d'un diabète de type 2. Deux types d'arguments, des études épidémiologiques humaines, mais ce sont des liens indirects, comme toutes les études épidémiologiques, c'est des expositions accidentelles, des études transversales, et surtout des études prospectives longitudinales, mais elles sont rares, longues, coûteuses et difficiles à mener. Ce sont les arguments expérimentaux, in vivo, in vitro, sur cellules animales ou cellules humaines, de cellules bêta ou d'adipocytes. Alors, je vous ai sélectionné là deux expériences, deux éléments qu'il faut retenir. À droite, c'est des petites rates qui sont exposées au bisphénol A ou au distilbène pendant 2-3 jours juste à la naissance et qui vont développer à l'âge adulte une obésité, puis ensuite un diabète de type 2. Donc la simple exposition à une période très précoce de quelques jours au bisphénol A ou au distilbène, et pour le bisphénol A, des doses qui sont présentes dans le sang circulant des humains, eh bien vous pouvez avoir l'apparition de troubles métaboliques. À gauche, c'est à gauche, je vais y revenir, c'est l'étude de la Nurse Hill Study aux États-Unis.
On a dosé dans les urines des infirmières américaines le bisphénol A, et 15 ans après, on a regardé la corrélation avec le risque d'apparition du diabète. Et plus le taux, 15 ans auparavant, dans les urines de bisphénol A était élevé, plus elles avaient un risque majoré de développer un diabète de type 2, bien sûr à poids, à indice de masse corporelle égal, et tout autre facteur confondant égal par ailleurs. J'y reviendrai. Voici les études épidémiologiques. D'abord, les accidents aigus. Vous savez que les petites filles, après l'accident de Seveso, qui est l'explosion de l'usine de dioxine, ont développé par la suite les femmes ont développé plus de diabète de type 2. Les vétérans rentrés du Vietnam qui avaient dans leurs avions bombardé les forêts vietnamiennes avec de l'agent orange, c'est-à-dire la dioxine, ont présenté 2 à 3 fois plus de diabète de type 2 que les soldats américains qui étaient dans l'armée de terre. Enfin, des huiles frelatées je crois que c'est à Hong Kong, huile de cuisine frelatée entraînée par la suite avec des taux élevés de PCB, de dioxine et du furane dans l'essence circulant, une corrélation entre ces taux et l'apparition d'un diabète de type 2 dans les suites. Si je reprends la cohorte des enfants qui ont été suivis pendant des années aux États-Unis, qui avaient été exposés dans le ventre de leur mère au distilbène, eh bien le diabète a été plus élevé, avec un odds ratio de 1,21, les maladies cardiovasculaires également, et le dyslipidémie et l'hypertension également. Donc l'exposition in utero à un oestrogène de synthèse pendant quelques semaines a entraîné à l'âge adulte un risque majoré de maladies métaboliques et cardiovasculaires. On a là une étude épidémiologique qui suggère ce mécanisme d'OAD, d'origine développementale des pathologies chroniques adultes. J'ai dit suggère, parce que tout ça, comme toujours en épidémiologie, ce ne sont pas des relations causales, ce sont des relations statistiques qu'on met en évidence, mais bien sûr, on va les mettre en regard si on peut reproduire ça chez l'animal et si on peut comprendre les mécanismes physiopathologiques qui peuvent l'expliquer. Alors, différentes études transversales, elles ne sont pas très intéressantes. Ça, c'est le bisphénol A dans de très grandes populations américaines, tout venant, où en fonction du taux, le quartile le plus élevé de bisphénol A, on a un odds ratio majoré, encore une fois, pour des maladies métaboliques et des maladies cardiovasculaires. Ça, c'est la North East Study dont je vous ai parlé. Donc, j'ai déjà bien développé cet aspect. Comment peut-on essayer de soutenir ça d'un point de vue expérimentation animale? Alors, d'abord, le diabète de type 2, c'est l'induction d'une insulinorésistance, puis une altération fonctionnelle des cellules bêta. Eh bien, chez l'animal entier, le rongeur, ou sur des cellules humaines, cellules bêta ou adipocytes, on est capable, par un certain nombre de ces perturbateurs endocriniens, de reproduire des anomalies qui vont dans le sens d'une insulinorésistance ou d'une déficience d'une sécrétion bêta-pancréatique d'insuline. Je vais aller très vite. Là, c'est une mixture de PCB ou de DDT ou de pesticides organochlorés associés à un régime riche en graisse qui est capable d'entraîner chez la souris mâle adulte une insulinorésistance et un hyperinsulinisme. Là, c'est des perfluorates. Les perfluorates, c'est ce qui est utilisé sur vos habits comme anti-tache ou comme imperméabilisant, peut entraîner également une insulinorésistance. Le DDT, dont il a déjà été question, qui est encore largement utilisé, je crois que c'est l'Afrique du Sud qui bat le pompon dans la consommation du DDT, en particulier dans les maisons à large dose. Eh bien, le DDT entraîne une intolérance, une insulinorésistance, une thermogénèse perturbée et une obésité chez le rongeur. Le bisphénol A sur les cellules pancréatiques, l'exposition animale est capable d'augmenter la synthèse d'insuline de façon aiguë, mais si cette exposition est prolongée, on va avoir une insulinorésistance hépatique et périphérique qui va venir peu à peu, qui va apparaître avec altération des voies de signalisation de l'insuline et finalement un effet diabétogène prédominant. En ce qui concerne les dioxines, on voit qu'elles peuvent, via le récepteur AHR, chez l'animal, entraîner une résistance à l'insuline,
perturber la différenciation adipocytaire, perturber également les voies métaboliques et le métabolisme glucidolipidique. Elles peuvent également agir sur le pancréas. Voilà un certain nombre de mécanismes physiopathologiques, je vais aller vite, par lesquels PCB, dioxine, BPA va via AHR ou les récepteurs aux œstrogènes perturber la sécrétion d'insuline, sa synthèse, sa sécrétion et son action, et en particulier également agir sur le transporteur du glucose. Si on regarde l'adipocyte, on va avoir de la même manière un certain nombre de ces perturbateurs, toujours via AHR, récepteurs aux œstrogènes ou PPAR gamma, la possibilité d'aller dans le sens du syndrome métabolique, dans le sens d'une résistance, d'une inflammation de bas grade, d'une altération qui va, bien sûr, tout ça, dans le sens d'une altération du profil métabolique. Si je veux me résumer et rester dans le temps, parce que je pense que c'est important de rester dans les temps, on peut dire que, globalement, un certain nombre de perturbateurs endocriniens qu'on devrait appeler perturbateurs métaboliques dans l'occasion, que vous avez sur la gauche de la diapo, et vous reconnaissez dioxine, PCB, pesticides, perfluorate, perbromé, ça c'est les retardateurs de flamme. Vous êtes assis sur une banquette qui contient bien sûr des perbromés pour pas que ça prenne, qu'il y ait des flammes si ça prend feu. Les phtalates, l'arsenic, le tribulétain, tout ça peut, à certaines périodes du développement, en particulier in utero ou chez l'enfant en bas âge, intervenir soit pour favoriser l'obésité, soit pour entraîner une insulinorésistance périphérique, soit pour altérer la sécrétion d'insuline et contribuer classiquement comme facteur supplémentaire sur un terrain prédisposé et avec d'autres facteurs associés au diabète de type 2. Alors comment, in utero, ces facteurs peuvent-ils agir et programmer les choses à distance? Vous savez que on sait aujourd'hui qu'un gène, son promoteur, peut être soumis à, surtout dans la période fœtale très, très précoce, à l'environnement. Ça peut être la nutrition, ça peut être des perturbateurs endocriniens, en anglais endocrine disrupting chemical, des produits chimiques à activité de perturbateurs endocriniens, et il peut y avoir alors une modification de la méthylation du gène. Si ce gène devient hyperméthylé, comme en bas à droite de la diapo, ce gène ne va plus s'exprimer. Si, au contraire, ce gène devient hypométhylé, il va se surexprimer. Eh bien, aujourd'hui, il y a un certain nombre de gènes très importants dans le contrôle glucidolipidique qui ont été montrés comme pouvant être modifiés sur le plan épigénétique par simple exposition de courte durée in utero à des perturbateurs endocriniens. Je vous montre juste un exemple. C'est le gène de la glucokinase qui, lorsqu'on expose des rats, des fœtus de rats au bisphénol A, eh bien, va subir une hyperméthylation qui va contribuer à l'insulinorésistance adulte. Je ne prendrai que cet exemple, mais aujourd'hui s'allonge le nombre de gènes dont on a montré qu'il était possible in vivo chez l'animal, in utero, par exposition courte à faible dose de certains de ces perturbateurs, d'induire des modifications épigénétiques qui vont contribuer à des altérations métaboliques. J'ai quasiment terminé. Des arguments expérimentaux épidémiologiques soutiennent l'hypothèse d'un rôle diabétogène possible de certains de ces perturbateurs endocriniens, mais il est nécessaire aujourd'hui de mener plus d'études prospectives qu'à contrôle. Elles sont, encore une fois, longues, difficiles, coûteuses. Nous-mêmes en avons mené un certain nombre à Nice, c'est extrêmement lourd. D'identifier des biomarqueurs cumulatifs d'exposition, parce que vous ne pourrez jamais mesurer l'ensemble des perturbateurs auxquels on est soumis et qui constituent un cocktail. Il faut aujourd'hui trouver des biomarqueurs qui cumulent l'effet de ces perturbateurs, et nous pensons en particulier à des modifications épigénétiques, d'évaluer donc l'effet de ces cocktails, d'identifier les mécanismes moléculaires en jeu
au niveau des récepteurs, de la signalisation, des modifications épigénétiques. Et enfin, afin de mieux évaluer l'importance relative de ces nouveaux facteurs de risque diabétogène par rapport aux gènes de susceptibilité et aux autres facteurs de risque environnementaux classiques, que sont bien sûr l'obésité, la nutrition délétère et la sédentarité. Reste qu'en pratique, vous allez me dire tout ça c'est bien compliqué, qu'est-ce qu'on peut faire en pratique? Eh bien, dans le domaine de la perturbation endocrinienne, on a pour principe de se focaliser dans les situations à risque. Et il y a une situation à risque vraiment par excellence, que ce soit en termes de perturbateurs thyroïdiens, on l'a vu ce matin, de perturbateurs métaboliques, de neurodéveloppement ou de cancer, c'est la femme enceinte. Je dirais encore mieux, aujourd'hui, c'est la femme qui veut être enceinte. Dans mon service, j'essaye de développer une consultation préconceptionnelle chez la femme qui veut devenir enceinte. Et là, il faut lui donner un certain nombre de conseils très simples. Arrêter le tabagisme, mais le mari aussi doit arrêter le tabagisme. On a montré que pour l'obésité de l'enfant, c'était aussi important le tabagisme du conjoint. Éviter l'alcool, éviter tout médicament sans prescription médicale. Je prends un exemple, paracétamol qui est largement donné en obstétrique pendant la grossesse. On a montré qu'il pouvait agir comme perturbateur endocrinien. Je donne comme moyen simple, conseil simple, c'est de ne pas chauffer les aliments au micro-ondes dans des contenants en plastique, d'éviter boîtes de conserve et canettes de boissons, de boire de l'eau dans les bouteilles de verre. Ça, c'est quelque chose qui est officiel en France maintenant, de consommer peu de poissons pour la femme enceinte, une fois par semaine, des petits poissons plats, pas prédateurs, parce que ces poissons concentrent les perturbateurs endocriniens, le mercure, et que ces substances sont très délétères, surtout chez la femme enceinte. Bien sûr, substitution en iode, en acide folique, qui va contrer les modifications épigénétiques, et dépistage systématique du diabète gestationnel, parce que l'hyperglycémie maternelle est en soi un perturbateur métabolique pour le fœtus et pour le futur enfant. Voilà, je vous remercie.